Bonjour Johan Grzelczyk. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Saint-Sulpice 2023 devant l'église Saint-Sulpice. Et quand tu as commencé la poésie? Écoute, j'ai commencé, je crois comme beaucoup de monde, au moment de l'adolescence. J'aurais du mal à chiffrer ça plus précisément, mais je devais avoir quelque chose comme 15 ans. Et étrangement, j'ai pris la chose malgré tout assez au sérieux, assez rapidement. Bon, j'écrivais des textes, tout ça, un petit peu d'abord fort inspiré par ce que je pouvais lire à l'époque, c'est-à-dire des choses, enfin voilà, ce que tout le monde lit à cette époque-là, quand on a 15-16 ans, Rimbaud, Baudelaire, tout ça. Et puis finalement, très vite, j'ai un peu changé d'orientation. Et puis, je me souviens notamment, alors j'ai rien publié du tout à l'époque, d'ailleurs ça me venait même pas à l'esprit de publier quoi que ce soit. Je crois que j'étais peut-être conscient des faiblesses de la chose. Mais par contre, je me souviens d'avoir enregistré pas mal de cassettes. J'avais à l'époque un poste, tu sais, avec 2 cassettes qui permettaient d'un côté de diffuser de la musique et de l'autre d'enregistrer. Et si bien que je me vois encore mettre des cassettes de musique industrielle, tu sais, pour avoir un fond sonore et puis dire mes poèmes sur cette bande son. Voilà, oui c'est ça, je pense que je vais avoir 15-16 ans. Et puis j'ai fait ça quand même assez longtemps, sans aucune ambition, mais quand même ça a duré. Je pense pouvoir dater la fin de cette première période d'écriture à mon entrée à l'université. Donc j'avais quelque chose comme 19 ans je pense, ou peut-être même 20 ans, j'avais pris un petit peu de retard. Et à ce moment-là je me suis inscrit en philo. Et puis en fait je suis parti très longtemps en philo puisque j'ai soutenu une thèse de philo 10 ans plus tard. Donc pendant 10 ans en fait je n'ai écrit que de la philosophie. Je me suis consacré à ça pleinement. Et puis bon bah voilà, j'ai soutenu cette thèse, je suis passé à autre chose, notamment en fait j'ai commencé à travailler, enfin voilà, j'ai trouvé un poste dans la vie professionnelle. J'ai donc arrêté d'écrire de la philo, j'avais beaucoup moins de temps pour ça. Et comme ça, sensiblement, j'ai senti revenir en moi le besoin d'écrire, de revenir à une forme d'écriture qui n'était plus la philosophie. Et finalement, spontanément, je me suis aperçu que c'était la poésie qui revenait à moi. Et donc, ça fait maintenant quelque chose comme, je sais pas, une grosse dizaine d'années que j'écris notamment de la poésie, principalement de la poésie, mais pas que. Et là, la grande différence, évidemment, avec l'adolescence, c'est que de fil en aiguille, avec des rencontres, tout ça, j'ai été amené à publier quelques textes en revue. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui s'intéressait à un de mes livres. Et puis voilà. Voilà un petit peu l'histoire de mon parcours en poésie. Et c'est une thèse de doctorat, c'est ce que tu as terminé? Oui, j'ai soutenu une thèse doctorat qui s'intitulait Les décadences dans la philosophie de Nietzsche. Alors toute l'importance dans le titre, l'importance c'est sur le pluriel de décadence. Parce que bien souvent on parle de la décadence dans la pensée de Nietzsche ou d'autres penseurs d'ailleurs de cette même époque. Mais là précisément, j'ai tenté de mettre en évidence le fait qu'il y avait à la fois chez Nietzsche un concept de décadence appliqué à tous les domaines, notamment le domaine esthétique. J'avais commencé par là en fait, la critique nietzschéenne de Wagner. J'avais rapproché ça de la critique rousseauiste de Rameau. Et puis en fait, évidemment très rapidement, je me suis aperçu que cette idée de décadence, elle traversait toute la pensée de Nietzsche. Elle avait aussi des conséquences éthiques et politiques. Et donc c'est cette idée-là que j'ai creusée en montrant que malgré les différents champs d'application du concept de décadence dans la pensée de Nietzsche, il y avait un schème explicatif que j'ai appelé à l'époque l'unité contradictoire. Voilà, toute ma thèse reposée là-dessus. Et les relations entre la philosophie et la poésie chez toi? Écoute, en fait c'est un sujet que j'ai assez peu réfléchi parce que je crois qu'il me gêne un petit peu. Pour dire les choses tout simplement, quand je lis de la poésie dite philosophique, bien souvent c'est quelque chose dont je ne me reconnais pas du tout là-dedans, ça m'intéresse pas tellement. Je pense que ça passe à côté de son objet. Quand j'écris de la poésie, j'écris pas du tout en philosophe. Encore que, bien entendu, ce qui traverse, ce qui est sous-jacent à mon écriture, bien entendu, il y a des sensations, il y a des percepts, mais il y a aussi des concepts. Mais c'est quand même quelque chose que je distingue fortement.
Par exemple, est-ce qu'il y a certains poèmes dans ta poésie, si tu n'étais pas une philosophe, tu ne l'aurais pas écrit comme ça, quoi, par exemple? Oui, je pense qu'on peut dire ça quand même. Je pense qu'on peut dire ça. Alors en tout cas, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Des lecteurs me disent ça. Alors moi, j'en ai pas forcément conscience. C'est pas du tout l'ambition de la chose. Mais effectivement, il y a, oui, non pas tant dans les thématiques, parce que les thématiques, elles sont souvent communes de toute façon entre la poésie et la philosophie. Chez quasiment, chez beaucoup d'auteurs. Mais peut-être même dans la manière de, comment dire, de manier les mots. Alors non pas du tout, comme je le disais, que j'écris en philosophe, mais ma poésie, elle est notamment basée sur une... comment dire? Elle est basée sur une remise en question des formes de langage qui nous entourent. Alors évidemment le langage courant, mais aussi le langage technique, le langage marketing, et aussi le langage de la pensée conceptuelle. Et premier poème, premier recueil publié? Alors ça s'intitule Les données du réel. Ça a été édité aux éditions Ni fait ni à faire. Et c'était maintenant, écoute, tu me poses une colle, mais je pense il y a 5-6 ans. Et comment tu écris, construis tes poèmes, ta poésie? Est-ce que tu travailles sur tes poèmes? Bah écoute, j'ai mon téléphone et j'ai un petit carnet, selon le moment, voilà, quand j'ai une idée qui me traverse l'esprit, j'en prends note d'abord. Bien souvent, en fait, c'est pas des idées d'ailleurs, bien souvent c'est un assemblage de mots, hors de tout contexte, et puis j'en prends note parce que je me dis ça pourra servir. Et puis, voilà, je m'aperçois quand même que le plus souvent, c'est une forme d'étincelle qui va me travailler comme ça, inconsciemment, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire vraiment sans que j'y réfléchisse. C'est quelque chose comme ça qui va me travailler à l'intérieur, et puis au bout de quelques jours, voire même parfois de beaucoup de jours, je m'aperçois que je repars de cette expression ou de cet assemblage de mots ou d'idées pour écrire. Et là, bien souvent, je pense que c'est le cas chez beaucoup de poètes, mais enfin, l'idée c'est quand même de me retrouver dans une espèce de transe rédactionnelle, on va dire, enfin tu vois, de faire couler les choses le plus possible, sans frein, ça part dans tous les sens. Et donc je me retrouve avec un bloc de texte après ça. Ce bloc de texte, à ce moment-là, je le tape à l'ordinateur. Et là, du coup, je me retrouve face vraiment à un matériau d'écriture que je vais prendre comme ça, le temps de façonner. Je vais y revenir une fois, 2 fois, parfois 10 fois, 15 fois, refaçonner ce bloc d'écriture pour à un moment considérer que, voilà, là, il se tient et il se suffit à lui-même. Est-ce que tu as une approche poétique, une approche artistique pendant tes productions? Je saurais pas, j'aurais du mal à répondre à ça. Cette idée d'approche poétique, ce qui est sûr, c'est que je pense pas du tout avoir une perception poétique du monde qui m'entoure. En tout cas, je ne pas spontanément. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse justement dans l'exercice, dans l'écriture de la poésie, c'est de m'inciter, de m'inviter moi-même à changer de regard sur ce qui m'entoure. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de ces poètes, de ces auteurs, de ces artistes qui d'emblée voient le monde à travers une paire de lunettes qui ferait que le monde serait tout autre que le monde qu'on partage tous. Non, je pense avoir une perception première de la réalité finalement assez banale. Et c'est précisément pour m'en échapper que j'écris. Les auteurs qui t'ont marqué? C'est une longue histoire en fait. Évidemment que quand je te disais tout à l'heure que j'ai commencé à écrire vers 15 ans, ce que je lisais à l'époque c'était bon, voilà, ce que tout le monde lit, quoi, ce qui est au programme scolaire, avec quelques choix bien entendu, mais enfin voilà. Et puis assez vite, au bout de quelques années, là je me suis penché assez longtemps, mais bon, j'étais vraiment, je dis sans forme d'excuse, il n'y a pas lieu de s'en excuser, mais je sais pas, quand j'avais 18-19 ans, je me suis beaucoup intéressé aux surréalistes français. Avec notamment cette figure qui n'est pas surréaliste, mais qui a été un compagnon de route, on va dire, de ce mouvement, et qui vraiment, c'est un auteur que je lis encore beaucoup, c'est Antonin Artaud. Antonin Artaud, ça c'est vraiment quelque chose qui me poursuit. C'est un petit peu, je dirais, avec Nietzsche, voilà, ce sont 2 auteurs
qui me poursuivent. Maintenant, je m'intéresse à des écritures quand même tout autres. Ce qui est sûr, c'est que je lis principalement de la poésie francophone, parce que même si je m'intéresse beaucoup à la question de la traduction, voilà, je préfère quand même lire de la poésie directement écrite en français. Et de ce point de vue-là, je dis francophone, pas seulement française, parce que justement, j'aime bien notamment les écrivains des Caraïbes, tout ça, enfin voilà, tu vois, qui manient le français d'une toute autre manière que ce qu'on peut faire en métropole. Du fait qu'ils sont poètes, mais aussi du fait que voilà, on ne parle pas le français de la même manière partout dans le monde. Et puis sinon, voilà, je lis des tas de poètes d'aujourd'hui. Je dirais que grosso modo, quand même, ce que j'ai tendance à lire, ce sont des auteurs. Tout à l'heure, tu vois, en arrivant, on a rencontré Frédéric Dumont. Ça, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, outre le fait que c'est un ami maintenant. C'est un auteur dont j'aime beaucoup la manière dont il s'empare de la langue, alors lui, de toutes les langues du monde en plus, et dont et avec ce matériau, sa manière de recréer un langage qui lui est propre. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ? Écoute, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de livres de poésie qui sortent en France, qui a, on va dire, non pas des écoles, mais enfin, ça va dans tous les sens et c'est fort bien. Ce qui est certain par contre, c'est que, en ce qui me concerne, je me reconnais pas dans la majorité de ce qui sort, ça m'intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je fais souvent la remarque quand, si je suis amené à rencontrer quelqu'un qui fait de la poésie ou qui lit de la poésie, bien souvent on peut avoir au premier abord l'impression que du coup on va parler le même langage, avoir les mêmes goûts, les mêmes envies, et en fait pas du tout. Je veux dire j'écris de la poésie ou j'aime la poésie, c'est exactement comme si on disait j'aime la musique ou je fais de la musique. Quelqu'un peut très bien aimer la variété. C'est pas pour autant que, sous prétexte que j'aime bien la musique, je vais forcément trouver une approche pour parler avec. C'est pareil avec la poésie finalement. Finalement, j'ai quand même l'impression que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait considérer à l'heure actuelle être une poésie de niche. La traduction. La traduction, comme je te disais, c'est quelque chose vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que vraiment c'est le matériau langue moi qui m'intéresse dans la poésie. Donc dès lors qu'il s'agit de retranscrire, de réécrire dans une autre langue, forcément ça ouvre des tas de perspectives. Mais pour autant, je lis vraiment très peu de traductions. Alors j'en ai lu parce que, comme tout le monde, comme beaucoup, notamment j'ai lu les objectivistes américains, donc forcément en traduction parce que mon niveau d'anglais est très pauvre. J'ai lu un petit peu de traduction japonaise. Là pour le coup, alors là encore plus qu'avec l'anglais, je suis obligé de faire une confiance aveugle au traducteur puisque là j'ai aucun point de comparaison. Quelques auteurs russes, mais enfin voilà, c'est pas, je peux pas dire que je m'oriente spontanément vers des auteurs non francophones. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? Pour les autres, écoute, je pense que non. Je pense pas que ce soit une nécessité, la poésie, ni pour les autres, ni même pour moi. En ce qui me concerne, moi il y a des moments où j'ai un besoin irrépressible de faire poésie, mais en même temps, il y a des tas de périodes de ma vie, des tas de moments où j'écris pas. Par contre, c'est vrai que je lis toujours. Oui, c'est vrai que je lis toujours. Par contre, pour les autres, franchement, je pense pas que ce soit un besoin. J'ose espérer que chacun puisse avoir des velléités de fréquenter des formes artistiques, mais pas forcément plus la poésie qu'une autre forme, tu vois, je veux dire. Du reste, on observe bien que, par exemple, la musique est bien plus populaire que la poésie. Donc je pense pas qu'il y ait un besoin de poésie, et j'aurais même tendance à dire tant mieux, en fait. Moi, j'aime bien ce côté, cette non-nécessité de la poésie, cette gratuité de la poésie. Et je crois que tu t'organises aussi les événements poétiques. Oui. Tu peux parler un petit peu de... Écoute, oui, effectivement, en fait...
Je vis dans les Hauts-de-France, plus précisément à Valenciennes. Et à Valenciennes, il y a une vie artistique, hein, il y a un centre d'art contemporain, il y a une scène nationale de théâtre, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais par contre, il n'y avait rien de consacré à la littérature et à la plus forte raison à la poésie. Si bien que je me suis dit, bon, puisqu'il n'y a rien, je vais le faire, quoi. Alors je ne le fais pas du tout seul, hein, je le fais avec une association, dans le cadre d'une association. Et donc ce sont des soirées qu'on organise dans un lieu associatif qui s'appelle chez Oscar, qui est un tiers-lieu. Et tous les 2 mois, on invite un poète à lire ou à performer pendant 30-40 minutes. Et puis c'est suivi par un micro ouvert, et on s'est aperçu que ce micro ouvert là justement ça a incité quand même pas mal de gens à venir et à découvrir du coup les poètes invités qui peut-être n'étaient pas connus. Donc on en est maintenant, je sais pas, on a dû en organiser 6-7 de soirées comme ça. Là on s'arrête pendant l'été et puis on reprend en septembre, voilà. Tu participes à la marché de poésie depuis certains temps, je suppose, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux avoir tes impressions? Alors pas tant que ça, écoute, en fait Réa, on s'est rencontrés l'année dernière. Et c'était ma première intervention au marché de la poésie. J'avais été invité par Julien Boutsy. Et puis cette année, c'est la Maison de la Poésie des Hauts-de-France avec la R2L, l'association des éditeurs des Hauts-de-France, qui m'ont invité à faire une dédicace de Wuhan Radiographie, qui est paru cette année, enfin l'année dernière aux éditions Leitmotiv. Donc voilà, j'ai été invité là par la Maison de la Poésie des Hauts-de-France, et il s'est ajouté là une invitation à faire une dédicace avant, là à 15h, sur le stand des éditions Vroom, qui accueille un livre des éditions Ni fait ni à faire, un livre qui s'intitule Quelque chose calme lutte, que j'ai co-signé avec Frédéric Dumont et Pascal Peuzet. Donc voilà, aujourd'hui en fait c'est une double invitation. D'abord je signe pour Ni fait ni à faire et ensuite pour Leitmotiv. Et qu'est-ce que tu penses de ces marchés-là? Écoute, je t'avouerai que vu que ça fait que 2 ans que je viens, et là j'ai pas encore eu le temps de visiter cette année, alors je vais pas me prononcer, mais en tout cas l'année dernière c'était la première année, et franchement j'étais un petit peu quand même comme un enfant dans un magasin de bonbons, quoi, hein, je veux dire, c'était quand même l'occasion pour moi de découvrir sûrement ce qui peut être la plus grande librairie francophone de poésie, et puis aussi de rencontrer pas mal d'éditeurs que j'aime bien, de discuter avec eux, de discuter avec des auteurs, de rencontrer des tas de gens que sinon que je rencontrerais pas si je restais chez moi, par exemple toi. Merci beaucoup. Merci Réa. Alors écoute, je vais te lire un extrait des données complémentaires. Tout à l'heure, je te disais que mon premier recueil, ça avait été les données du réel. Après, il y a eu d'autres livres chez d'autres éditeurs. Mais il y a 2 ans, donc j'ai publié, non pas une suite, mais enfin le prolongement des données du réel, qui s'intitule les données complémentaires. Et donc je vais te lire quelques données issues de ce livre. Être nu, jeter les dés, un crachat, la pisse ou pleurer. C'est tout comme. Comme si on n'avait plus ni où aller, ni qui être ou quoi donner. On s'exécute, on s'exsude, on s'extirpe, on s'exfiltre. On s'agite en chauffe douce. On joue la mise hors de soi et l'on parvient enfin à s'échapper. À jaillir en projection de clous aiguisés, de lourds écrous, de vis graissés, boulons de roue à faire s'ouvrir la peau comme s'ouvre la mer, comme pour que sortent les eaux. Bientôt, ce qui fut en nous enfonce un trou dans la réalité. Se plonge en creux à faire plier, s'active en débord de fond, en crue merdeuse, prête à tout emporter sur son passage de fleuve maudit, de voitures folles, d'envie de mort, de restes fantômes, pour se loger vainqueur dans le vide laissé. Un peu partout au monde, il pleut de tout le corps, et c'est tant mieux. Freiner des sens, ralentir le sang, tourner la langue dans la bouche, retourner dans la bouche de quelque langue parlée et, de quelque manière que ce soit, à l'écoute de la mélodie puissante des salives. Au même titre que délices, des vœux de dérive arpentant, dégustant des airs de musique qui font peiner, qui font ployer. On dit qu'elle a tout enduré,
la tension dans les tendons, les lignes tendues des membres dédiés, la plongée dans ses cheveux, le cou creusé là où se répandait d'un fin filet, une profonde coulée de chaleur un peu sale. Ses bras, à lui, attachés derrière ses reins, tout contre rien, leur présence à eux deux dispersée dans les coins. On dit qu'il se repentait, qu'une sensation s'y rattachait qui n'était pas de pur bonheur lorsque l'étoffe fut déchirée sans un bruit, sans un cri, sans intention malmenée. Une ouverture de qui elle est, le mal de bien-aimer pour qu'une chose ait vraiment lieu. On dit qu'elle a tout quitté, qu'il dansait avec son corps à elle allongé, leurs pieds des jetés au sol bien trop nombreux pour vraiment jouer. Pas agile s'affairant, de fil en aiguille, le visage près d'un souffle, de petits rires en petits gouffres un peu plus loin, un peu plus bas, de plus en plus faux. On dit qu'elle cherchait le scandale, sans même parler d'exil, à mettre la distance, comme partie pour les îles. S'éloigner de la couleur bleu-gris sur laquelle elle divaguait, dans laquelle elle se baignait, avec tout ce qu'il y avait autour de bleu de gris, le gris du bleu. On dit qu'elle préférait taire le nom de cette couleur, qu'elle étouffait tout ce qui était noté sur sa partition, et qu'à eux deux, ils passaient volontairement sous silence ce qui se tramait au dernier moment de la nuit. Dehors comme mur, devant les grilles du parc fermé, ou alors leur présence seule suffisait. De toute façon, il n'y avait que leur voix partout extérieure à résonner. On dit qu'ils disaient faire de la musique ou se taire. Taire le piano, là où tout avait déjà été détruit. L'homme nourrit la machine. Avec sa force de travail à lui, il la nourrit. Ses lèvres épousent le cylindre et l'homme nourrit la machine directement avec sa bouche. L'homme se noue à la machine qui le tète. Il l'entend qui mâche dans sa tête. Il tremble au ruminement de ses rouages. Il éprouve la combustion au cœur de son acier trempé. L'homme se maintient à la machine. Il s'inanime à la machine. De tout le corps, il est la peau qui tient à la machine. L'épiderme collé sur sa chair chauffée à blanc. Et l'homme s'épanche à la machine. Il parle de bruit de conserve. Ce signe entoure d'écrou. L'homme rugit la machine. Il s'époumonne à la machine qu'il aspire et le respire. Il exhale la machine en nuages de fumée grise. Il expulse cendres et particules fines. L'homme souffle à la machine. L'homme grince à la machine. Il se grise à la machine. L'homme se grise à la vie de la machine. Il palpite de métal compacté et s'ébroue en cascade de clous mal taillés. L'homme augmente la machine. L'homme abonde à la machine. L'homme prothèse à la machine. L'homme se prosterne à la machine qui prolonge l'homme, qui prolonge la machine. Un corps est une femme. Un corps est un homme. Un corps est une femme est un homme. Un corps par deux fois. Et de femme et d'homme pour la toute première fois. Deux corps par trois fois et d'homme. Par trois fois à chaque instant de femme. 3 fois par jour ou 3 fois par an. Un corps est une femme est un homme. Un corps d'homme et de femme X fois par jour. Fois par jour une femme ou un homme et inversement. Un seul corps pour plusieurs reprises. X fois par an et avec les jambes. Une paire de jambes. 2 jambes totalement sexuées. 2 jambes en mouvement pour un nombre donné de fois par jour. Le sexe de femme et le sexe d'homme. Un autre sexe pour chaque jambe, 3 fois chaque jour au moins, et sur chaque jambe intersexuée, la peau par 2 fois. Par 2 fois sur chaque jambe, la peau qui se paupière. La peau qui se paupière, répétée sur chaque genre, 3 fois par jour, au bas mot. La femme, l'homme et les jambes. La peau et les paupières. Chacune et chacun de plusieurs sexes.
chacune et chacun dans son genre. Merci beaucoup.